Il y a quelques mois, on a vu de superbes images avec le FC Nantes qui gagne cette Coupe de France en finale contre l'OGC Nice. Mais pourtant, clairement, ça n'a pas été si simple pour le FC Nantes durant ces dernières années, ça a même été plus que compliqué. Entre un président qui fait pas mal de magouilles, des descentes en Ligue 2 et des résultats sportifs vraiment pas très convaincants, le FC Nantes a vraiment eu une bouffée d'air avec ce trophée. Mais est-ce que le FC Nantes va continuer à briller cette année? Est-ce que le FC Nantes est capable d'être aussi bon que l'année dernière? On va en parler un petit peu en fin de vidéo et on va retracer surtout l'histoire du FC Nantes dans cette vidéo. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Il y a de plus en plus de contenu qui sort. Là, on est déjà à la 30e vidéo, donc très content de ce rendement qui est plutôt correct. Donc voilà, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc le FC Nantes est un club qui a énormément compté dans le championnat français. Le FC Nantes a été champion de France de Ligue 1, enfin de D1 et de Ligue 1 8 fois. En 65, en 66, 73, 77, 80, 83, 95 et pour la dernière fois en 2001. On va pas retracer toute l'histoire du FC Nantes, mais clairement c'était un des meilleurs clubs français en Ligue 1 et vraiment ça a été comme ça jusqu'à la fin du millénaire dernier. Pour avancer dans le temps, on va s'arrêter au titre de 1995, gagné sous Coco Suedo largement avec des joueurs comme Nicolas Wedek ou Patrice Toko. Et en 1997, Coco Suedo, qui est vexé par la vente de plusieurs joueurs, laisse le club à Reynald Denouex. Reynald Denouex continue à avoir des résultats super, il gagne la Coupe de France en 99 et en 2000. Et en 2001, il gagne le dernier titre de champion de France du FC Nantes. Ce qui est important également dans ces trophées, c'est le jeu à la nantaise qu'on évoque tant. Un jeu à la nantaise qui n'a pas été inventé ni par Coco Suedo ni par Reynald Denouex, c'est un jeu à la nantaise qui est donc attractif et offensif. Donc un peu comme Peter Bosz, sauf que là il y a des résultats. Mais il a été inventé par l'entraîneur qui était José Arribas, qui d'ailleurs lui ne voyait pas ça comme une tactique, mais plus comme un état d'esprit et une philosophie. Donc après cette saison 2000-2001 et ce dernier titre, Reynald Denouex décide de partir du FC Nantes. Donc vraiment c'est un FC Nantes qui était très agréable à voir. Moi à cette époque-là je commençais à suivre le foot, j'avais 7-8 ans et je me souviens vraiment du FC Nantes qui était un club que j'aimais beaucoup voir. Je peux penser par exemple, ce qui me marquait c'était vraiment les joueurs emblématiques, j'ai envie de dire, de petite taille comme Stéphane Ziani, comme Eric Carrière ou encore Olivier Monterrubio. Vraiment des joueurs intelligents, intéressants qu'on ne voit plus forcément actuellement et c'était vraiment voilà, une grande équipe du championnat français. Les deux saisons qui vont suivre le départ de Reynald Denouex vont être tout de même très compliquées. Angel Marcos et l'entraîneur à cette époque, et vraiment ils n'arrivent pas à trouver la formule magique pour redorer l'image du FC Nantes. Mais en 2003-2004, la saison est tout de même de meilleur augure avec l'arrivée de Loïc Amis. Ils vont faire une 6e place plutôt solide en Ligue 1 et ils vont surtout faire une demi-finale de Coupe de France et une finale de Coupe de la Ligue qui va être perdue en 2004. On se souvient d'ailleurs, c'était contre Sochaux au tir au but. On se souvient de la Panenka de Michael Landreau qui est complètement ratée. Et à partir de 2004, ça commence déjà à se compliquer. 2004-2005, le FC Nantes se retrouve à jouer le maintien, ce qui est tout de même surprenant, surtout vu la saison d'avant. Serge Lodizier ne trouve pas forcément la formule adéquate à cette équipe, c'est vraiment pas terrible au niveau du jeu et surtout au niveau des résultats. D'ailleurs, il se sauve à la dernière journée avec un scénario assez dingue, donc vraiment, le Nantes a failli aller en Ligue 2. La saison d'après continue à être vraiment difficile et ce qui devait arriver malheureusement arriva en 2007 après des recrutements vraiment complètement calamiteux. On peut penser par exemple à Stošković, on peut penser également à Fabien Barthez ou à Luigi Pieroni. La saison 2007 marquera la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Et ça, c'est un coup de théâtre dans le paysage du foot français. D'ailleurs, c'est la première descente du club en Ligue 2 de son histoire et vraiment, c'est quelque chose qui va faire trembler la planète foot. Et en 2007, quand la relégation arrive, un homme rachète le club et c'est le fameux Valdemar Kita. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Valdemar Kita avait déjà essayé de racheter le club en 1998, sauf qu'il y avait eu un refus de la part des dirigeants nantais. Valdemar Kita qui a toujours voulu avoir un club de foot. D'ailleurs, quand il a eu le refus du FC Nantes, il a acheté le FC Lausanne de 98 à 2001 où il est le président, pardon. Quand il quitte le FC Lausanne dépose le bilan. Donc pas fou. En 2001, il décide de racheter l'OGC Nice, mais l'OGC Nice, pareil, refuse du coup Valdemar Kita. Et en 2007, quand le club est vraiment à l'agonie, là, Valdemar Kita est presque la seule solution et rachète le club de Nantes. D'ailleurs, quand il arrive au FC Nantes, il se dit que c'est un sauveur, qu'il est là pour sauver une institution du football et qu'il est là pour que le FC Nantes joue à nouveau une Coupe d'Europe.
Donc le club est à l'agonie, le club redescend en Ligue 2 et le club du coup doit se ressaisir, doit se recréer, doit avoir des fondations solides et doit surtout devenir stable. Sauf que Valdemar Kita et la stabilité, malheureusement, ça fait deux. Et même si l'année d'après la descente, le FC Nantes remonte en Ligue 1, le climat n'est clairement pas bon du côté de la Loire-Atlantique. Et d'ailleurs, l'année d'après, coup de théâtre, le club redescend en Ligue 2. D'ailleurs, pour souligner l'instabilité de Valdemar Kita qui est là depuis le début, rien de tel pour souligner la saison de Ligue 2 qui va suivre. En 2009-2010, la saison commence plutôt bien avec 12 journées et une seule défaite. Mais là, il va y avoir vraiment des choses qui vont marquer malheureusement les Nantais. Une défaite contre le Havre terrible 4-0 et surtout, je pense, un des pires moments pour un supporter nantais, c'est la défaite contre Concarneau en CFA2 3-0. Et donc pour souligner cette instabilité, du coup, comme je l'évoquais juste avant, il y a eu 3 entraîneurs lors de cette saison. Il y a eu Jean-Marc Furlan qui arrive en décembre après du coup les catastrophes Concarneau et Le Havre. Jean-Marc Furlan n'arrive pas à faire le taf. 2 mois après, hop, Jean-Marc Furlan part aussi. Et c'est du coup Baptiste Gentil qui va prendre la place de Jean-Marc Furlan. Fin de saison 2010, le FC Nantes finit donc 15e de Ligue 2. Les supporters en 2010 sont donc complètement désabusés par Valdemar Kita qui se voyait comme un sauveur, mais au final il fait pire que mieux. Et la gestion du club est déjà donc clairement remise en question dès l'année 2010. En 2012, un retour va vraiment être pour le coup salvateur, c'est celui de Michel Derzakarian. Donc Michel Derzakarian arrive en 2012, où le club a frôlé la relégation nationale auparavant, et Michel Derzakarian arrive dès sa première année à remonter le club en Ligue 1. Notamment avec un buteur qui est très prolifique, avec une vingtaine de buts. Il s'agit de Filip Djordjevic. Donc en 2013, Nantes revient en Ligue 1, et ça vraiment c'est quelque chose d'important pour le foot français, d'important pour l'attractivité de la région et surtout pour les supporters qui sont quand même assez nombreux. Et l'engouement autour du FC Nantes redevient assez important. L'année 2013, on voit la Beaujoire qui arrive à être à guichet fermé pendant quelques matchs et vraiment, on sent vraiment une certaine osmose avec des joueurs qui sont très intéressants. Djordjevic est toujours là. On sent que le FC Nantes est vraiment en reconstruction, que tout le monde est derrière Michel Derzakarian, que les relations ont l'air à cette époque-là plutôt bonnes avec Valdemar Kita, ou du moins Derzakarian arrive à faire avec Valdemar Kita surtout. Mais malheureusement, en 2014, il va y avoir quelque chose qui va marquer un gros coup d'arrêt, c'est l'interdiction de recrutement. Ismaël Bangoura arrive du coup à Nantes en 2012 et malheureusement il y a eu visiblement un problème lors de ce transfert en provenance du club émirati. Et Derzakarian, surtout avec un effectif qui va avoir des départs mais il ne peut pas forcément les remplacer. D'ailleurs l'exemple marquant, sans vouloir lui jeter la pierre, c'est que Djordjevic part et on le remplace par Yacine Bamou. Donc le club va enchaîner après les saisons en Ligue 1, hein, plutôt dans le ventre mou de la Ligue 1 on va dire, mais ce qui est déjà mieux que de faire le yo-yo comme ils ont pu le faire aux années auparavant. Mais le club voit de plus en plus de départs du club, et ça a tendance à agacer fortement Michel Derzakarian, et en 2016, on atteint un point de non-retour entre Valdemar Kita et Michel Derzakarian, et il décide de claquer la porte en 2016, de ne pas vouloir renouveler son contrat, et il dit même qu'il ne veut pas rester au FC Nantes à cause de Kita. Clairement, c'est dit en conférence de presse, il n'y a pas de demi-mot. Donc Derzakarian a vraiment marqué du coup ce FC Nantes, même si clairement le style de jeu était un peu aux antipodes de ce que pouvait être le jeu à la nantaise, mais il obtient vraiment des résultats, et à cette époque du FC Nantes, clairement le jeu à la nantaise, là le but c'était vraiment de remettre le FC Nantes sur la carte des clubs français. Et après le départ de Michel Derzakarian, rebelote, on retourne dans une période d'instabilité. Valdemar Kita va enchaîner les entraîneurs, Sergio Conceição, Claudio Ranieri, Miguel Cardozo, Vahid Halilhodžić, Christian Gourcuff, et même pendant quelques jours Raymond Domenech. Bref, rien ne va dans le club, c'est vraiment très inquiétant, et on a surtout l'impression que Kita est totalement incompatible avec un entraîneur, qu'il en fait qu'à sa tête, et que malheureusement il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du club. Et c'est quelque chose qui ne va pas, c'est la politique sportive, et la politique sportive, c'est que Valdemar Kita a un directeur sportif qui est son fils, mais qui a l'air d'être clairement incompétent, et le directeur sportif officieux, c'est le fameux Mogi Bayat. Donc Mogi Bayat est un homme d'affaires avec des méthodes très discutables, et le leitmotiv est le suivant: je te rends un service, mais tu me rends un service. L'exemple qui va être le plus parlant, par exemple, c'est celui d'Anthony Limbombe. Anthony Limbombe, son rêve, c'est de se retrouver en première ligue. D'ailleurs, il y a un accord, il me semble, avec Hull City, et Anthony Limbombe ne veut du coup pas du tout arriver au FC Nantes. Sauf que Mogi Bayat fait en sorte qu'il arrive au FC Nantes pour que le père du joueur, le père de Limbombe, touche une prime de signature beaucoup plus importante.
Ça vous montre un peu les magouilles de Mogi Bayat et de Kita. Valdemar Kita veut se débarrasser de pas mal de joueurs et du coup il appelle Mogi Bayat, mais comme je l'ai dit, ok, je me débarrasse d'un joueur, mais toi tu prends un autre joueur en question. Ça a été le cas par exemple avec Guillaume Gillet, et ça a également été le cas en 2017 avec Khalifa Koulibaly, que personne ne voulait, mais que Mogi Bayat a fait en sorte de faire signer pour 5 millions d'euros au FC Nantes. Sauf que, on l'a vu, ça fait 5 ans, et je crois que là il est en train de partir si je ne dis pas de bêtises. Clairement, il a quasiment rien apporté. Donc Mogi Bayat, qui est vraiment proche d'ailleurs du championnat belge, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de joueurs belges ou issus du championnat belge arriver à Nantes. Et ça, clairement, je comprends que ça agace complètement les entraîneurs et c'est pour ça qu'il y a une telle instabilité et que des entraîneurs de renom comme Conceição ou Ranieri ne sont pas restés très longtemps. Autre chose d'ailleurs concernant Mogi Bayat, c'est qu'il est très proche de la famille Pozzo. Donc la famille Pozzo qui détient Watford, Udinese et Grenade et c'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de transferts entre Nantes, Watford, Udinese et Grenade du coup. Enfin, il y en a beaucoup entre les trois clubs, mais il arrive des fois qu'il y ait un lien entre Nantes et ces trois clubs. On peut par exemple penser à Imran Louza qui est parti là-bas il y a une année, ou d'autres transferts de ce genre. Donc c'est très inquiétant pour le FC Nantes. On voit un Valdemar Kita qui fait appel à un homme d'affaires complètement en magouille, qui ramène des joueurs plus pour son propre intérêt que pour le plan sportif. Un directeur sportif qui est son fils, qui a clairement le même emploi que Pénélope Fillon, c'est-à-dire fictif. Et c'est vraiment compliqué, on voit le FC Nantes en saison 2020-2021 complètement sombré. On voit Raymond Domenech arriver en décembre, ça clairement, alors moi ça m'a fait vraiment rire, mais je suppose que les Nantais, malheureusement, ça n'a pas dû faire beaucoup rire. Et c'est vraiment très inquiétant, et c'est plus que très inquiétant même. Pourtant, l'effectif a plutôt de la qualité, mais le club est tellement mal géré que rien ne va. Mais un homme va relever le défi, et un homme va faire en sorte que tout aille mieux, et c'est Antoine Camboré. Antoine Camboré arrive en février, et il arrive à remonter le club et à jouer le maintien à la dernière minute. Mais surtout, ce qui a souligné avec Antoine Camboré, c'est qu'il arrive à avoir beaucoup de poids dans le club. Et ça, aucun entraîneur n'a eu autant de poids dans le club que Antoine Camboré. Et en fait, ça se ressent dans les résultats. Mogi Bayat a de moins en moins de poids. Et on voit Antoine Camboré, du coup, qui décide un peu de ce qu'il peut faire. Et on voit clairement que le club va beaucoup mieux. Et la saison dernière est plus que correcte avec une 9e place de Ligue 1. Alors qu'il jouait le maintien l'année d'avant, nous rappelons-le. Et surtout, du coup, cette fameuse victoire en Coupe de France en 2022. Donc clairement, le FC Nantes va beaucoup mieux, le FC Nantes a l'air d'aller beaucoup mieux, même si le climat entre les supporters et la direction est toujours le même, ils veulent que Kita parte, et ça je peux l'entendre et je peux le comprendre très clairement. Valdemar Kita, qui est d'ailleurs un piètre communicant, sa seule défense c'est de dire je mets de l'argent, regardez, moi je mets de l'argent, on a l'impression d'entendre Gérard Lopez, bref. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de projets vraiment très solides qui sont là pour racheter le club. On parle du collectif nantais avec Michael Landreau et d'autres anciens nantais, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être non plus très solide, et Valdemar Kita est d'ailleurs pas vendeur. Donc voilà, les résultats sont là, mais le club pour l'instant n'est pas forcément, on va dire, les supporters ne sont pas forcément très sereins. Et moi, de mon côté, j'ai envie de dire que même cette victoire en Coupe de France, au final, ça va peut-être un peu plomber cette équipe de Nantes. Car évidemment, qui dit victoire en Coupe de France dit qualification en Europe, donc un match tous les 3 jours, pardon. Et est-ce que Nantes a les qualités et l'effectif pour pouvoir jouer un match tous les 3 jours? Ça, clairement, je ne pense pas. En plus, on a eu le départ de l'attaquant à Francfort de Randal Colomwani. Là, à l'heure où je tourne, on est le 2 août et Ludovic Blas serait proche du LOSC, ce qui serait très clairement une grosse perte pour le FC Nantes. Moses Simon avait été approché par l'OGC Nice, donc pour l'instant c'est pas encore fait et visiblement il y a d'autres priorités, notamment Moudryk à l'OGC Nice. Mais c'est pas l'effectif vraiment de très bonne qualité. Bon, ils ont recruté Moussa Sissoko, qui est c'est une bonne recrue pour l'FC Nantes, même si il vient de Watford. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Watford, donc ça peut paraître inquiétant. Et l'arrivée de Evan Guessant en prêt du FC Nantes, qui est un attaquant plutôt intéressant, prometteur, qui a pu avoir un petit peu de temps de jeu avec l'OGC Nice, ce qui est plutôt intéressant. Et on a également eu l'arrivée de Mostafa Mohamed, qui est l'attaquant égyptien de Galatasaray, qui c'est pas un mauvais joueur.
Donc le recrutement est plutôt intéressant. Ils ont gardé pour l'instant Alban Lafont, qui est clairement un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Moi j'ai toujours été un peu critique avec Alban Lafont, mais l'année dernière je le trouvais vraiment très très bon. Donc voilà, mais pas vraiment de grosses recrues, mais surtout d'un point de vue, on va dire, quantitatif. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas forcément la qualité, mais c'est la quantité. Je pense qu'on va dire que dans l'effectif, il y a peut-être 16 bons joueurs. Donc ça va être compliqué de faire jouer ces joueurs pendant tous les 3 jours. Et le gros problème, c'est que si Antoine Camboré à un moment n'est pas content et qu'il y a une brouille avec Valdemar Kita, on l'a vu par le passé, et c'est pourquoi j'ai parlé autant du passé, et que je trouvais que c'était intéressant de passer par le biais du passé pour évoquer les problèmes du FC Nantes. C'est que Valdemar Kita, si un jour ça s'appelle Camboré, il le vire sans scrupule. Et ça, malheureusement, c'est le gros problème du FC Nantes. En tout cas, on espère vraiment que le FC Nantes continuera vraiment à briller, que ce soit sportivement ou que ce soit surtout pour les supporters. Moi, j'aime beaucoup la Beaujoire, j'aime beaucoup le FC Nantes. Comme je l'ai dit, ça me rappelle des bons souvenirs. Je vais pas dire que je suis fan du FC Nantes, loin de là, hein, attention, hein, mais moi, c'est le genre de petit club que j'aime bien voir en Ligue 1, qui m'attristerait de voir descendre en Ligue 2, comme ça m'attristait de voir Bordeaux, par exemple, cette année. Donc, ouais, on espère vraiment que le FC Nantes arrivera quand même à limiter la casse, parce que j'avoue que je suis pas très objectif. J'ai du mal à voir le FC Nantes devenir 9ème à nouveau, sachant que déjà derrière eux, ils avaient le LOSC qui, pour moi, travaille mieux et qui finira pas une nouvelle fois 10ème. Enfin, je pense pas, je serais vraiment très surpris. On a le Stade Brestois hein, qui travaille de mieux en mieux et je peux les voir devant. On a Montpellier qui pour l'instant a fait un recrutement plutôt intéressant, qui peut ne pas marcher, mais pour le coup je pense qu'ils peuvent également finir devant le FC Nantes. Et surtout, c'est que c'est une saison où il y a 4 descentes, car la Ligue 1 va revenir à 18, et ça, oui, ça peut être très problématique pour le FC Nantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à faire un travail de recherche. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sera l'épisode 4 du Road to World Cup où on parlera des Pays-Bas et je vais également essayer de sortir une autre vidéo en fin de semaine. Le temps est un peu compté, mais on va essayer de faire ça sur quelle équipe pourra accompagner le PSG sur le podium. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Tchuss!